Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment penser le monde à la lumière des galaxies? Si loin, si proche. Proche avec un S, c'est le thème de cette 6e édition de la Nuit des idées que nous passons aujourd'hui la tête dans les étoiles avec la grande astrophysicienne Françoise Combe, médaille d'or du CNRS, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxies et Cosmologie, chercheuse par ailleurs à l'Observatoire de Paris. La matière noire dans l'univers, le texte de sa leçon inaugurale est toujours disponible, Apparaître en mars, Trou noir et quasar au CNRS édition. Elle est l'invitée donc de ce rendez-vous nocturne avec les idées. Ce sera ce soir à 21h, la Nuit des idées, en direct du Collège de France avec France Culture. Comment mesurer et représenter les distances? Une histoire de la cartographie comme outil pour comprendre le monde, du plus proche au plus lointain. Ce sera le thème de cette table ronde à laquelle elle participera. Bonjour à vous, Françoise Combe. Bonjour. Merci d'être avec nous pour lancer cette 6e édition de la Nuit des idées proches. C'est donc le thème de cette nuit, de ce grand rendez-vous de la pensée. Qu'est-ce que ce thème vous inspire à vous? Qu'est-ce que ce mot vous dit? En fait, dans proche, il y a les distances. Donc, il faut, en astrophysique, justement, il faut le grand point, la grande clé de connaître l'univers, c'est les distances. Et il faut bien dire que jusqu'en 1920, donc il y a un siècle seulement, on ne savait pas que les galaxies existaient. Donc on pensait que tout l'univers se restreignait à notre Voie lactée, la galaxie dans laquelle nous sommes. Il y avait bien des astronomes qui avaient regardé des nébuleuses, qu'on sait être aujourd'hui des galaxies, mais ils pensaient que c'était des nuages de gaz dans notre propre galaxie, comme la nébuleuse d'Orion par exemple. Donc il a fallu avoir un grand débat de 1920 à 1925, un grand débat pour savoir si vraiment il y avait des galaxies en dehors de la nôtre. Et finalement, on avait mesuré aussi la vitesse de ces nébuleuses par rapport à nous, et on avait été très surpris de voir qu'elles étaient très rapides. Par effet Doppler, on peut mesurer leur vitesse, et elles allaient à des milliers de kilomètres par seconde. Donc on avait l'impression que tout s'éloignait autour de nous. Et c'est en 1929 que Edwin Hubble, un astronome américain, a conclu que la vitesse de ces nébuleuses qui sont finalement devenues des galaxies, parce que le débat a conclu qu'évidemment on existait des galaxies en dehors de la nôtre, et ces galaxies s'éloignent avec une vitesse proportionnelle à leur distance, et c'est l'expansion de l'univers. Alors, vous qui avez l'habitude de regarder loin et haut, on aurait tendance à penser que ce mot proche pourrait vous mettre en panique, mais peut-être que vous l'interprétez aussi totalement différemment de nous. Qu'est-ce qui est proche pour vous? Qu'est-ce qui est loin? Alors, proche, c'est évidemment tout ce qui est dans le système solaire. C'est tout à fait proche. Ça, si on pourrait prendre une analogie, c'est notre immeuble. Toutes les planètes, c'est des étages différents, mais c'est notre immeuble. Puis ensuite, on a un petit peu quelque chose d'un peu plus loin, les étoiles proches. On a la Proxima du Centaure, dans laquelle on a trouvé une planète, des planètes. Puis une petite banlieue comme ceci. Et puis ensuite, il y a la Voie lactée, qui est finalement notre ville, notre agglomération. C'est une galaxie qui contient 200 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Donc ensuite, on a compris qu'il y avait des galaxies extérieures. Et il y a dans la banlieue, il y a Andromède, la galaxie spirale la plus proche. C'est 2 millions d'années-lumière, quand même. Pas mal. Et en fait, c'est là qu'en 1929, on a compris, par un indicateur qui était des étoiles variables, qu'en effet, il y avait des étoiles variables qui s'appellent céphéides et qui nous indiquent que la distance est vraiment plus grande que la taille de la Voie lactée. Et donc, il existe un univers en dehors de la Voie lactée. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va beaucoup plus loin que ces galaxies proches dans la banlieue, et on voit des galaxies de plus en plus loin. Et en astrophysique, quand on prend un télescope qui peut regarder loin, on est obligé de remonter le temps. Donc il y a le temps, l'espace-temps est très lié. Pourquoi ? Parce que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Donc s'il y a une galaxie qui se trouve à 10 milliards d'années-lumière de nous, la lumière qui vient mettra 10 milliards d'années à venir à nous. Donc on va regarder cette galaxie telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. Donc on remonte le temps et on la voit très jeune lorsqu'elle a fait sa jeunesse. Et aujourd'hui, elle est peut-être très vieille, mais on ne le sait pas. Et donc on remonte le temps et on voit tout l'univers jusqu'à l'horizon.
Et alors, il y a des outils pour vous aider dans cette exploration aussi du cosmos, à vous rapprocher. On peut penser au brave télescope qui nous permet de regarder d'un peu plus près, mais aussi à la carte que vous allez discuter ce Oui. soir avec vos Mhm. camarades. Oui, alors nous allons avoir un géophysicien qui fait l'atlas de la Terre, hein, donc l'atlas du monde, l'atlas géopolitique. Et nous, on a la carte de l'univers. On a fait la carte de toutes les galaxies proches dans la banlieue. Justement, il n'y a pas qu'Andromède, mais il y a beaucoup de galaxies. Et on a un groupe local. Et puis on a, c'est comme les galaxies sont un peu grégaires, donc elles se forment en ville, elles sont très urbanisées. Et on a aussi un amas et un grand amas qui est l'amas de la Vierge, qu'on peut voir dans le ciel. Et puis on a aussi, on sait qu'on fait partie d'un super amas qu'on appelle l'Aniakea. L'Aniakea, c'est justement notre univers proche. Ça a été nommé par les Hawaïens, c'est un mot hawaïen qui veut dire notre univers familier, l'Aniakea. Et on sait que nous faisons partie de ce grand ensemble de galaxies. Et puis ensuite, il y a d'autres galaxies qui ne sont pas liées, qui rentrent en expansion et qui font partie des 2000 milliards de galaxies que l'on connaît aujourd'hui. Je vous évoquais un autre terme tout à l'heure, Oumuamua, et vous me disiez, ça c'est aussi un mot hawaïen, parce que beaucoup de nos moyens sont installés là-bas, à Hawaï. Du coup, beaucoup de mots découlent aussi Voilà, de cette oui, région d'où bien on sûr. explore. C'est quoi ce Oumuamua, Parce que dont on moi, parle beaucoup en ce moment? On va c'était dire une pourquoi. grande surprise lorsqu'on a vu. Ça ressemble à un rocher, quoi. C'est comme un astéroïde. Et il y a beaucoup d'astéroïdes dans le système solaire, mais qui tournent autour du Soleil, qui ont des trajectoires parfois un petit peu bizarres, mais qui sont liés au système solaire. Donc c'est vraiment dans notre immeuble. Et là, c'était un étranger. Un étranger, il arrivait d'ailleurs. C'est la première fois qu'on voyait, qu'on identifiait, alors il y en a peut-être eu dans les siècles passés, mais on n'avait pas pu l'identifier. On a identifié sa trajectoire, elle était très rapide. Elle était un petit peu comme une comète, mais les comètes sont liées au système solaire, elles sont dans la partie externe. Là, c'était un objet, quand on regarde sa trajectoire, tellement rapide qu'ensuite il a tourné autour du Soleil et il est reparti. Il est ressorti du système solaire. Donc c'est un étranger qui est venu nous faire rendre visite. Mais en fait, c'est un genre de rocher. Hein. Lorsqu'on le voit, on l'a évidemment identifié avec les télescopes et on sait que ça ressemble à une roche. On ne connaît pas sa composition, mais ça ressemble à un astéroïde. Vous dites évidemment, mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Vous ne croyez pas, comme Avi Loeb, l'ancien directeur du département d'astronomie de Harvard, qui sort un livre à ce sujet, que c'est peut-être le premier signe d'une vie intelligente, un reliquat d'une civilisation autre, Oui, alors je sais extraterrestre? qu'Avi Loeb a beaucoup d'imagination et c'est très intéressant de voir cette hypothèse. Mais c'est quand même une spéculation, une hypothèse. Donc il faudrait supposer qu'il y a des extraterrestres qui ont lancé cet objet il y a des millions d'années. Et puis comment ils l'ont poussé? Il faudrait qu'il y ait des lasers qui aient poussé cet objet avec une... Bon, il n'y a pas de vent hein, dans le milieu interstellaire puisqu'il n'y a pas de gaz, il y a du vide. Donc il n'y a pas de vent possible. Donc il y a un vent solaire, c'est-à-dire on pourrait avoir la lumière, la pression de radiation. Donc il faudrait beaucoup de lasers pour envoyer cet objet. Enfin cet objet, il se déplaçait par sa propre gravité. Donc on a pu retracer son orbite avec les masses qu'il y a dans le système solaire, la masse du Soleil surtout. La déviation avec quelques planètes, mais il n'y avait rien de surnaturel dans la trajectoire de ce Oumuamua. Alors, une hypothèse qui reste à discuter et à confirmer, pour ceux que ça intéresse en tout cas, sachez que le livre d'Avi Loeb paraît en France en ce moment, Extraterrestre, au Seuil. Voilà, pour ceux qui ont envie d'imaginer aussi et de comprendre comment, sur quoi se fonde selon lui cette curiosité ou cette hypothèse. Bruno Latour, le philosophe, nous invitait ce mardi dans l'émission à redevenir terrestre. Françoise Combe, après où atterrir, il se demande dans un nouveau livre, où suis-je? Est-ce que cette question que la pandémie a rendue particulièrement sensible, celle de notre place sur Terre, notre place parmi les vivants, vous intéresse aussi? Et en quoi la notion de distance qu'on évoquait, si loin, si proche, peut nous aider à éclairer cette question-là, celle de notre place? Alors notre place, il faut voir qu'en fonction du temps, elle est devenue de plus en plus humble en fait. Il faut vraiment faire part d'humilité lorsqu'on voit l'étendue infinie de l'univers. Au départ, la cosmologie, jusque dans les premiers siècles de notre ère, c'était le système solaire, hein, les planètes lointaines. Il y avait Le Verrier qui a découvert Neptune déjà, la dernière planète. Et puis on découvrait peu à peu le système solaire, mais ça c'était vraiment très très petit. On a ensuite découvert la Voie lactée. On pensait aussi que le Soleil était au centre de la Voie lactée parce qu'en fait, on voit beaucoup d'étoiles.
Et on n'avait pas pensé à ce qu'il y a beaucoup de poussière aussi qui éteint la lumière des étoiles. Donc on pensait qu'il y avait un rayon lumineux autour du Soleil et qu'on était au centre de la Voie lactée. En fait, pas du tout. Quand on prend en compte l'extinction due aux poussières, on sait qu'on est au bord de la Voie lactée. Donc on est une étoile parmi d'autres, parmi 200 milliards. Donc à chaque fois que notre univers s'est agrandi parce qu'on a, avec les télescopes, observé beaucoup plus loin, on s'est aperçu qu'on était de plus en plus petit. Et aujourd'hui, avec le télescope spatial Hubble, on a pu voir tous ces milliards de galaxies autour de nous jusqu'à l'horizon, lorsqu'on remonte le temps jusqu'au Big Bang. Et on est de plus en plus petit devant cette énormité de l'univers. Saisissant. De loin. Vous vous intéressez au trou noir? Comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers? Ces longs tunnels obscurs vers nulle part. Ou quelque part. C'est précisément cette alternative qu'il faut explorer. Vous avez défié le pouvoir du trou noir par vos calculs antigravitationnels. C'est un grand exploit, docteur. Ce soir, mes amis, l'espace s'enorgueillira d'une fabuleuse première de l'exploration. Je vais m'aventurer là où l'humain n'a eu l'audace d'aller. Le trou noir. Dedans, à travers et au-delà. Mais c'est démentiel. C'est impossible. Le mot impossible, Monsieur Pouce, ne se trouve que dans le dictionnaire des imbéciles. On se répète aussi souvent impossible mais vrai, extrait du film de Gary Nelson sorti en 79. Rien n'est impossible, c'est aussi votre devise, Françoise Combe. Vous travaillez toujours avec des hypothèses à partir d'énigmes que vous espérez pouvoir résoudre. Oui, on a toujours, tous les scientifiques ont des hypothèses et on essaie ensuite avec nos instruments, les télescopes spatiaux ou sur Terre, de vérifier ces hypothèses. Donc on a énormément de mystères en ce moment, et on a parlé ici de trou noir. On sait qu'il y a un énorme trou noir dans chaque galaxie, au centre de chaque galaxie, et au centre de notre Voie lactée, il y a un énorme trou noir de 4 millions de masses solaires. Et on a commencé à faire les images de ces trous noirs. Donc rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vous êtes une pionnière, Françoise Combe, et j'en perds ma voix. Vous êtes une pionnière et vous devez toujours peut-être commencer, c'est ce qui vous est dévolu, par rappeler les enjeux quand même d'une discipline, la cosmologie, qu'on associe un peu trop souvent au rêve, à l'ailleurs. Il y a aussi des vertus scientifiques. Pourquoi explorer le cosmos aujourd'hui encore ? Oui, en fait, on voudrait répondre à toutes les questions que se pose l'homme depuis tous les temps, c'est-à-dire d'où nous venons, quelle est l'origine de tout ce qu'on voit autour de nous, quelle est l'origine des structures, des planètes, des étoiles autour duquel tournent les planètes, les galaxies, l'univers. Comment tout cela a commencé ? On sait que tout cela a commencé dans un Big Bang, qu'il n'y avait rien du tout. Il y avait un univers tout à fait homogène, peut-être vide, complètement vide, et puis des structures se sont faites. Donc notre but en astrophysique, c'est de savoir d'où tout cela est venu, et on commence à comprendre pourquoi et comment. Et vous avez commencé par quoi, vous avez commencé par quelle étape? Comment ça s'est passé par pallier aussi toutes ces découvertes pour vous? Oui, en fait, moi j'étais très intéressée au début, donc j'avais fait des études de physique et j'étais intéressée par la cosmologie. Comment tout est arrivé au début, surtout qu'au début il y a une symétrie complète entre matière et antimatière. Cette symétrie existe encore aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé la solution. Et il faut s'imaginer que pour que nous existions et pour que nous ayons une galaxie aujourd'hui, il faut qu'il y ait un tout petit excès de matière sur l'antimatière d'1 milliardième. C'est vraiment un tout petit chouïa. Et s'il n'y avait pas cet excès, toute la matière se serait annihilée avec l'antimatière et nous n'aurions rien du tout aujourd'hui. Donc c'est ce mystère qui m'avait vraiment fascinée au départ. Il y avait à l'époque des chercheurs qui proposer un modèle symétrique où il y avait des galaxies, des antigalaxies qui pouvaient s'annihiler lorsqu'elles se rencontraient et former beaucoup de rayons gamma, des rayons très puissants. Et donc on a calculé un petit modèle de est-ce que c'était viable de supposer qu'il y avait complète égalité entre matière et antimatière et qu'il fallait repousser l'antimatière très loin de nous pour que ne s'annihile pas avec nous. Et en fait, hélas, le modèle ne s'est pas révélé fiable. Et il s'est passé quoi du coup après ? Vous n'avez pas baissé les bras ? Alors à ce moment-là, non. J'ai trouvé en effet quelqu'un qui m'a pris aussi en thèse, Pierre Ancona.
et qui m'a dit que en ce moment, enfin à l'époque, c'était dans les années 78-80, il y avait une recherche de molécules interstellaires. On venait de découvrir que l'espace, qui est très vide, c'était une surprise parce que on n'avait que de l'hydrogène jusque-là. L'hydrogène, c'est l'élément le plus simple, proton, électron, et on avait découvert des molécules. Alors on va l'écouter et puis vous nous dites un peu plus tôt en 72 dans l'émission Signes du temps pour l'ORTF. Les étoiles émettent un rayonnement optique et entre elles et nous se trouve un certain nombre de poussières et c'est vraisemblablement sur ces poussières que se synthétisent les molécules interstellaires. Et ces poussières se caractérisent dans le spectre des étoiles par des bandes d'absorption diffuse et l'ensemble des bandes observées en absorption dans le rayonnement des étoiles a conduit cet Américain à interpréter une partie des constituants des poussières comme étant due à de la porphyrine. Donc c'est un corps très très proche de la chlorophylle et évidemment ça intéresserait tout de suite beaucoup les biologistes d'être sûrs de cette découverte, mais je dois dire que jusqu'à présent le monde astrophysique est assez sceptique sur l'interprétation de Johnson. Ah, et alors, où il en est, ce monde des scientifiques, de son scepticisme, chercher des molécules dans le ciel Alors justement, ça a été une grande découverte. On a découvert beaucoup de molécules. On en a 100, 200, si on compte tous les isotopes. Et ces molécules sont des molécules organiques. Il y a par exemple l'acétone, il y a l'alcool, le méthanol, l'acide éthylique, énormément de molécules organiques que l'on a sur Terre. Donc comment toutes ces molécules compliquées, il y en a avec 6, 7, 10, 20 atomes. Il y a même des molécules un petit peu comme un ballon de football qui sont formées avec des molécules de benzène. Il y a 30 atomes de carbone. Donc comment se forment ces molécules alors qu'il n'y a même pas une particule par centimètre cube dans l'espace ? Donc elles ne peuvent pas se rencontrer. En fait, c'est vrai qu'il y a des grains de poussière où les molécules peuvent s'agréger et former des molécules plus grosses. Et on pense même que peut-être certaines molécules ont pu s'agréger sur la Terre lors de la formation du système solaire et peut-être que ces molécules, une partie de la vie vient de l'espace. On peut parler des particules qui composeraient la matière noire. Ce qu'on sait, c'est que quand on cherche, on ne trouve pas toujours, mais c'est pas parce qu'on ne trouve pas que ça n'existe pas. Alors on continue à chercher, et c'est ce processus-là qui s'est mis en place. Est-ce que vous vous fiez toujours à votre œil ou est-ce que vous avez appris aussi à fermer les yeux pour chercher, pour explorer, sachant que quand on observe le cosmos aujourd'hui, on voit quoi ? À peine 5-10%? Même pas 5%. 5%, ce serait la quantité de matière ordinaire, celle qui nous entoure ici, cette table, l'air que nous respirons. Tout ça est fait de matière ordinaire, ça c'est 5% du total. Mais même ces 5%, on n'en voit que 0,5% en fait, que les galaxies, les étoiles, tout ça ne correspond à 0,5% du total. Donc il y a encore de la matière ordinaire qu'on ne voit pas. Et puis au-delà de la matière ordinaire, il y a de la matière qu'on appelle invisible ou matière noire, parce qu'elle ne rayonne pas. Alors comment on sait qu'elle est là ? Eh bien, on a sa gravité. C'est une masse qui ne se voit pas, mais dont on voit tous les objets, les astres qui tournent autour, et donc on voit qu'il y a quelque chose, même si on ne voit rien. Donc c'est une matière invisible, transparente. Il y en a peut-être dans cette salle, mais on ne la voit pas. Mais on peut détecter sa gravité. Et c'est là que ce mystère nous est là depuis des dizaines d'années. Et on ne sait toujours pas ce que c'est comme particule. Et cette matière noire qu'on ne voit pas, cette matière invisible, c'est les 95% restants ou c'est 25%. C'est 25%. Et le reste, 70%, c'est de l'énergie noire. Et ça, on le sait que depuis 1998. Donc c'est quand même... C'est quoi la différence entre matière noire et énergie noire ? Alors, la matière, c'est vraiment de la masse. Et l'énergie, il n'y a pas de matière. Il n'y a que de l'énergie. Par exemple, la lumière, il n'a pas de masse non plus. La lumière n'a pas de masse, mais c'est de l'énergie. Donc, on peut concevoir qu'il y a de l'énergie sans matière. Et ça, c'est de l'énergie noire. Et vous dites qu'il y a encore un minuscule excédent. Peut-être qu'on n'a pas atteint les 100% avec tout ça. Et là, alors, c'est l'inconnu total. Là, à peu près, on a à peu près obtenu 100%. On a à peu près... Mais c'est vrai que dans les matières ordinaires, 5%, il y a un excès de matière sur l'antimatière. Ça, c'est là le petit excès. Qu'est-ce que vous cherchez encore là ? Qu'est-ce qui vous intéresse encore ? Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir ? Alors là, on aimerait découvrir, évidemment, je ne suis pas la seule, beaucoup de gens aimeraient découvrir qu'est-ce que c'est que cette matière invisible.
Et beaucoup de gens le cherchent à la fois par interaction avec des détecteurs qui sont dans les souterrains, sous les montagnes. On se place sous les montagnes pour éviter d'avoir des neutrinos ou des rayons cosmiques qui viennent perturber le détecteur. Et on n'a toujours rien trouvé, mais ça fait 30 ans que l'on cherche. Et d'autres physiciens le cherchent dans les grands accélérateurs, puisque dans les grands accélérateurs comme le CERN, où on a des faisceaux de protons qui rentrent en collision avec énormément d'énergie. Ils ont une énergie beaucoup plus grande que l'énergie de masse du proton. Donc on pourrait, c'est un petit peu comme un Big Bang. Au début de l'univers, on avait tellement d'énergie qu'on formait la matière. Donc on aimerait reproduire ces conditions dans les accélérateurs, un petit Big Bang, et reformer la matière pour voir comment ça s'est produit. Et donc on devrait former ces particules de matière noire. Et on ne les a pas vues. Donc là, il y a une très grande crise parmi les physiciens de particules et parmi les astronomes aussi, que cette particule qui est partout dans l'univers, pourquoi on ne la voit pas dans les accélérateurs ? On peut, en regardant le plus loin possible, et vous le racontez, vous l'évoquez, remonter le temps jusqu'au Big Bang, justement. Un mot de cette particule WIMPs, ces particules qui ont été théorisées dans les années 80. On va écouter les mots d'une journaliste à Science et Vie, le magazine, Mathilde Fontaise. Les physiciens des particules avaient proposé un candidat pour cette matière noire, une particule qu'ils avaient appelée WIMP, mauviette en anglais. Une particule très très faiblarde, et elle était pratique parce qu'elle découlait de théories bien acceptées par la communauté des physiciens des particules. Elle paraissait naturelle théoriquement, et puis ses propriétés collaient parfaitement avec les propriétés supposées de la matière noire. Donc ça a déclenché un énorme élan de recherche pour essayer de la détecter. Donc c'est très difficile à détecter puisqu'elle est très petite, elle ne réagit pas avec la lumière. Oui. On a quand même construit d'énormes détecteurs souterrains, par exemple, pour essayer de la détecter dans différents pays, en Chine, en Italie. Rien. Des dizaines et des dizaines d'années passant, rien. On a même essayé de la fabriquer dans des accélérateurs de particules. On peut essayer de fabriquer des particules dont on ne connaît pas encore les propriétés, au LHC, près de Genève, notamment. Et ils n'ont rien trouvé. WIMP n'est pas là, et là on est dans un moment charnière, un peu à la croisée des chemins. Il y a un chercheur qui a une image rigolote pour nous en parler, qui nous a dit c'est un peu comme un tournoi de Wimbledon sans Federer. C'est qu'en gros, vu que le favori n'est plus là, on ne trouve pas le WIMP, tous les physiciens arrivent avec leurs propositions. Tout le monde pense qu'il peut être élu matière noire. Mais il est où, Federer ? J'aime bien l'analogie, la comparaison qui nous aide à comprendre. Alors, où est WIMP ? Où est-ce qu'on en est ? C'est toujours un constat d'échec ? Il n'est pas là, hélas. On a mis un certain temps, ça fait 30 ans qu'on l'attend. Donc, les gens n'ont pas accepté tout de suite, mais maintenant, ça fait plusieurs années que l'accélérateur a dépassé cette énergie d'un facteur 10, et donc on aurait dû l'avoir, il n'y a pas de problème. Puisqu'on a vu, par exemple, le boson de Higgs, qui a fait beaucoup de bruit en 2012, et en fait, cette particule, elle a à peu près la même masse que le WIMP. Mais elle a une durée de vie de nanosecondes, et on l'a vu. Et cette WIMPs qui a une durée de vie de 13 milliards d'années, avec la même masse, on ne l'a pas vue. Donc là, il y a quand même un gros problème. Donc il semble qu'elle n'existe pas, cette WIMP. Donc il faut soit trouver un autre candidat, ou penser peut-être qu'il n'y a pas de matière noire, en fait. On ne voit cette matière invisible que par la gravité. Elle n'interagit avec rien d'autre. Et si vraiment c'était la loi de la gravité qu'il fallait changer, et là, beaucoup de gens, beaucoup d'astronomes se penchent sur ce problème. C'est-à-dire qu'on a vu les étapes de l'établissement de la loi fondamentale de la gravité. C'est d'abord Newton qui avait trouvé sa pomme qui tombait sur lui. Vous voyez que la pomme tombe un peu comme la Lune tombe sur la Terre, en fait. Donc, il y avait cette loi de la gravité. Puis Einstein était venu en 1905 et avait vu qu'il y avait une relativité générale. Il avait étendu la loi de Newton pour prendre en compte tout ce qui était relativiste. Et puis là, il faut peut-être l'étendre à un domaine qui n'a pas encore été prouvé. On l'a montré qu'Einstein avait complètement raison dans tout le système solaire, mais au-delà. Au-delà, il n'y a que les astronomes et ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de matière invisible. Donc si on changeait la loi de la gravité pour ces champs qui sont très faibles, à ce moment-là, on n'aurait plus besoin de matière noire. C'est simplement la gravité qui est différente. Mais peut-être qu'Einstein s'est trompé. Alors, il ne s'est pas trompé pour tout le système solaire. Donc, à l'époque, il n'y avait que ces observations-là. Et pour ça, il ne s'est pas trompé. Il faut l'étendre dans des circonstances qu'il n'avait pas encore sous la main. On n'avait pas identifié ce problème. Est-ce que vous vous êtes déjà trompé ? Est-ce qu'il faut accepter de se tromper pour avancer ? On se trompe tous les jours, on se trompe tout le temps. On se trompe tout le temps et les scientifiques ont ça de bien dans leur caractère. Il y a beaucoup de défauts, mais au moins, il y a une qualité, c'est qu'ils savent se remettre en question et que même si le modèle et les hypothèses qu'ils ont fait ne sont plus valables,
eh bien, on en passe à autre chose, on fait d'autres modèles. C'est ce que j'ai fait, par exemple, la première année que j'ai fait de la recherche, j'avais ce modèle de matière-antimatière, on a vu que ça ne marchait pas, et on est passé à autre chose. Vous explorez d'autres pistes. Est-ce que la technologie, toutes les technologies nouvelles, vous aident beaucoup à avancer ces derniers temps ? Énormément. On a fait énormément de progrès dans toute ma carrière. Ce que j'ai pu voir, c'est que d'abord, les observations ont énormément évolué. Les télescopes sont 10 à 100 fois plus sensibles. Et puis l'informatique, dans tous les systèmes, dans toutes les disciplines en fait, de la science. Les ordinateurs, Internet et tous les moyens qui nous sont mis à disposition, c'est invraisemblable. Quand on regarde en arrière, on se demande mais c'est pas possible qu'on pouvait travailler dans ces conditions. Donc il fallait se déplacer vers les télescopes. Aujourd'hui, on observe de chez soi, dans tout le monde entier. Donc vous, pendant le confinement, vous avez pu travailler ? Ah oui, on a observé sur les télescopes pendant le confinement. De chez soi, on peut observer sur l'ordinateur. Il suffit, on peut donner des ordres au télescope qui bouge et on voit ça sur une webcam. Donc on peut observer de chez soi, on peut maintenant tout faire de chez soi. Et surtout, on peut regarder toute la littérature, tous les travaux que font les autres. Et c'était très difficile autrefois. Il fallait attendre 6 mois avant de savoir que quelqu'un avait découvert quelque chose. Et de regarder l'article, de publier, etc. Ici, on le sait tout de suite. Dans la journée, dès que c'est publié, on a l'article. Donc on s'aperçoit de tout ce que les autres chercheurs font. Ça, je pense que la moitié du travail d'un chercheur, c'est de savoir et d'assimiler ce que les autres font. Et pour ensuite démarrer de là et faire quelque chose de plus ambitieux. Et toujours dans cette idée de renouveler les outils, les instruments, vous travaillez en équipe sur de nouveaux télescopes aujourd'hui ? Ah oui, on a des télescopes millimétriques qui sont par exemple au Chili, dans le désert d'Atacama, à 5000 mètres d'altitude. On a ALMA, qui s'appelle ALMA, qui a une 60aine d'antennes de 12 mètres. Et ce sont des instruments tellement chers aujourd'hui que tous les pays se mettent d'accord pour collaborer à faire ces instruments. Donc dans ces instruments ALMA, il y a les États-Unis, l'Europe, le Japon. Et on est en train d'en faire un autre qui s'appelle SKA, pour Square Kilometer Array. Donc une taille de télescope qui fera 1 km², 1 million de mètres carrés. Et ce sera à la fois en Australie et en Afrique du Sud. Et pour là, tous les pays se mettent d'accord. La Chine est participant en plus, ce qui n'était pas dans ALMA. La Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique du Sud, l'Australie. Tous ces pays mettent en commun leurs moyens et leurs personnes, leurs chercheurs, pour avoir un seul instrument qui va détecter beaucoup plus loin et beaucoup plus de façon performante. L'univers, il ne cesse de s'élargir en fait aujourd'hui encore. Oui, et surtout, je pense qu'on peut dire qu'une des percées qui a été faite il y a 20 ans, c'est la découverte d'autres mondes, d'autres planètes, d'exoplanètes. Donc on en a découvert qui sont dans notre banlieue. On en a peut-être 4000 ou 5000 aujourd'hui, mais l'important c'est qu'on a découvert qu'il y avait beaucoup de planètes comme la Terre. Par exemple, donc des planètes habitables qui sont rocheuses, qui ont de l'eau liquide autour d'une étoile qui est comme le Soleil. Et ça, dans la galaxie, il y en aurait des centaines de millions. Donc là, on est en train d'élargir l'univers qui pourrait être habitable aussi. Vous l'avez déjà évoqué, j'aimerais qu'on revienne sur l'une des dernières découvertes importantes, parce qu'il faut nous la raconter, il faut nous l'expliquer. C'est l'ombre d'un trou noir. Et oui, on vous l'avait annoncé depuis ces quelques derniers jours, on a fait monter le suspense. L'annonce a été faite il y a tout juste 1 heure, à 15h heure de Paris. Le réseau de radiotélescope Event Horizon a permis d'obtenir donc pour la première fois de l'histoire de l'humanité l'image d'un trou noir supermassif. Aujourd'hui, c'est donc un moment historique. C'est aussi historique que les détections des ondes gravitationnelles en 2015. On s'attendait à ce que ce soit une image de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif de notre Voie lactée. En fait, il s'agit de M87 étoile, le trou noir supermassif de la galaxie M87, qui est 1000 fois plus loin, mais surtout 1000 fois plus gros. Alors comment observer un trou noir ? Puisque problème, par définition, un trou noir est invisible, c'est un astre duquel rien ne peut s'échapper, ni lumière, ni matière. L'idée, c'est de réussir à voir l'ombre du trou noir, c'est-à-dire son environnement, son disque d'accrétion, lui, très lumineux. Voilà, c'était Nicolas Martin et Natacha Trioux de la méthode scientifique sur France Culture qui nous apprenaient cette découverte-là. Comment l'observer ? Comment fait-on alors si, par essence, il est invisible ? Pourquoi cette historique quand même ? Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que finalement, les trous noirs supermassifs, comme il y a au centre de la Voie lactée, sont des objets les plus lumineux de l'univers, paradoxalement. Ce sont les quasars. Par exemple, les quasars, ce sont d'énormes trous noirs qu'il y a au centre des galaxies. Donc celui de Messier 87 étoiles,
dont on a fait l'ombre. En fait, pourquoi ? C'est parce qu'il y a de la matière qui tourne autour, qui va être accrétée, mangée par le trou noir. Et ce disque de gaz ionisé, qui est très chaud, il va émettre énormément d'énergie. Et c'est par là qu'on va pouvoir détecter le trou noir. Donc, ce n'est pas le trou noir lui-même qu'on détecte, c'est la matière qui tourne autour de lui et qui va tomber dessus. Vous évoquiez tout à l'heure la bonne entente entre les chercheurs, entre les scientifiques sur ces découvertes, aussi sur la manière de développer des outils, et c'était le cas des télescopes. Aujourd'hui, Françoise Combe, est-ce que vous pensez que ça pourrait être aussi un modèle de diplomatie à l'avenir ? Est-ce que cette diplomatie du cosmos devrait exister et permettre d'avancer ? On voit tous les problèmes alors sur un autre domaine que pose aujourd'hui la question des vaccins, des recherches en la matière. Est-ce que vous ne pourriez pas peut-être transmettre à nos camarades du monde de la santé. Vous avez tout à fait raison, parce que l'astrophysique est une des disciplines qui a collaboré le plus rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est en 1960 déjà que l'Europe, à l'époque, chaque pays d'Europe avait un petit télescope chez lui. Et puis, ils se sont aperçus que la moitié de l'univers, c'était dans l'hémisphère sud. Et qu'il fallait un télescope dans l'hémisphère sud pour voir, par exemple, le centre de la galaxie qui est dans l'hémisphère sud et les nuages Magellan. Donc, ils se sont tous mis d'accord en Europe déjà pour construire des télescopes en commun au Chili. Ça a été le démarrage d'une collaboration internationale au niveau européen, et puis peu à peu au niveau mondial. Maintenant, on ne fait que des super télescopes mondiaux et non pas dans chaque pays. Donc là, il y a une collaboration de tous les pays, il n'y a plus de compétition entre pays, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est qui est un modèle qui pourrait être étendu à beaucoup de disciplines. Et par exemple, les données ne sont pas conservées jalousement dans nos tiroirs, dans nos ordinateurs. Au bout d'un an, lorsqu'on a fait un projet pour observer un objet dans le ciel, au bout d'un an, les données sont publiques, sont sur Internet pour tout le monde. Tout le monde, un astronome amateur peut les prendre. Donc les astrophysiciens ont une pression pour publier avant un an lorsqu'ils ont fait une demande. Mais ensuite, tout ce qui a été observé sur télescope est public et sur Internet. Voilà, et on peut imaginer aussi qu'un jour certains comprendront qu'il y a des communs comme le cosmos l'est aujourd'hui et qu'il n'y a pas peut-être de bataille intéressante à mener en tout point sur cette quête-là. Ça reste un espace de découverte où on sait partager. C'est un secteur en ce sens aussi peut-être à sauvegarder, Françoise Combe, dans ce sens-là. Et cette étude du cosmos, on l'a vu avec vous aujourd'hui, a permis de nous rapprocher, proche avec un S. Ce sera donc le thème ce soir de cette 6e édition de la Nuit des idées avec le Collège de France et France Culture. On vous y retrouvera à partir de 21h pour une table ronde consacrée à la question des distances et des cartes, de la cartographie aussi de nos mondes. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour la Grande Table Culture. Merci beaucoup à Madeleine Martineux et à Cathy Renaud pour leur aide très très précieuse, comme à chaque fois. Merci à Thomas Beau à la réalisation avec Florent Bujon. Très bel après-midi à tous sur France Culture.